Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur ITV. Dans l'actualité de ce jeudi, la déclaration de candidature d'Ousmane Sonko. Le leader du PASTEF est officiellement candidat à la présidentielle de 2024. Il sonne la mobilisation au sein de ce parti, mais aussi au sein de l'opposition. Des Sénégalais se posent des questions sur un futur gouvernement après les élections législatives. Ils s'attendent à la formation d'une nouvelle équipe pour prendre en charge les questions de l'heure. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi le SOS de 3 organisations de défense des droits de l'homme. 115 Sénégalais expulsés d'Algérie depuis 4 mois sont bloqués au Niger. Amnesty International Sénégal, la RADDHO et la Ligue sénégalaise des droits humains sonnent l'alerte sur leur situation très inquiétante. À la une donc, Ousmane Sonko est officiellement candidat à la présidentielle de 2024. Le leader du PASTEF a fait sa déclaration ce jeudi devant une assemblée de militants. Ousmane Sonko annonce une tournée nationale et appelle l'opposition à se mobiliser à Madoubari. Moi, Ousmane Sonko, je suis candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Tout en se félicitant de la percée historique de sa coalition lors des élections locales et parlementaires de cette année, Ousmane Sonko fait désormais cap sur la magistrature suprême à un peu moins de 2 ans de l'échéance. Pour celui qui fait aujourd'hui office de chef de file de l'opposition, 2024, c'est maintenant. Restons focus sur le projet et sur les étapes à franchir pour pouvoir appliquer ce projet et montrer aux Sénégalais qu'on peut gérer autrement et avoir des résultats. Et pour cela, c'est le travail de terrain d'abord. C'est la sensibilisation, c'est la formation tous les jours. Et c'est cela qu'on attend des militants et des militantes de ce parti. Pas de diversion, dit-il en substance. Ousmane Sonko sonne la mobilisation de son camp. La tournée nationale que le leader du PASTEF entend mener dans tous les départements du pays entre dans ce cadre, annonce-t-il. Je veux dire aux militants et aux militantes, et singulièrement à ceux qui s'agitent souvent sur le terrain ou dans les réseaux sociaux, d'orienter tous leurs efforts, de consacrer toute leur énergie à travailler sur le terrain, à enrôler les jeunes primo-votants pour qu'ils aillent massivement s'inscrire sur les listes électorales. Évoquant le compagnonnage dans la coalition Yewwi Askan Wi et Wallu, cette figure de l'opposition réitère l'ancrage de son parti et plaide pour le maintien de l'unité de l'opposition jusqu'aux futures échéances. Nous sommes membres de la coalition Yewwi Askan Wi. Nous réaffirmons notre ancrage à cette coalition Yewwi Askan Wi. Et nous continuerons à être un membre très actif et fidèle aux engagements que nous avons pris. Classé en 3e position à la dernière présidentielle, le maire de Ziguinchor est convaincu que 2024 sera la bonne. Il n'y a personne de mieux positionné que moi pour remporter ce scrutin, a martelé l'opposant. Actualité oblige, Ousmane Sonko a aussi parlé de la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il a aussi évoqué l'affaire François Mancabou, décédé en détention. Ce dernier était soupçonné d'appartenir à une force dite spéciale et le leader du PASTEF dit détenir des preuves d'une mort par torture. Ses explications. Le cas de François Mancabou. Je tiens d'un de ses proches conseillers qu'il lui a révélé avant sa mort les raisons qui ont conduit à sa torture et à sa liquidation, son assassinat tout simplement. Parce qu'ils ont voulu le contraindre à signer un procès-verbal par lequel il reconnaissait avoir des liens avec moi, qu'il serait le cerveau de ma sécurité en tant qu'ancien commando, bien formé à beaucoup de choses, que lorsqu'il se déplaçait vers le sud du pays, en Casamance, c'était pour venir prendre des instructions auprès de moi, et que c'est l'un de mes proches gardes du corps, Momo, qui serait le link entre nous. Ils sont dans cette entreprise quasi quotidienne. Et quand François Mancabou leur a dit que je ne signerai jamais ce PV, je ne connais M. Sonko ni de près ni de loin, à part le voir de temps en temps à la télé comme la majorité des Sénégalais.
Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais serré la main, je ne lui ai jamais parlé au téléphone. Mon éducation, mon ethnie et mon honneur de commando ne me permettent pas de faire ça. Ils ont commencé à le torturer jusqu'à ce que mort s'en suive. Interrogation: à quand la formation d'un nouveau gouvernement? Les Sénégalais attendent d'être édifiés. Près de 3 semaines après les élections législatives, ils attendent une nouvelle équipe qui prendra en compte leurs préoccupations actuelles. Je vous propose de suivre ce reportage de Mme Abdou Gaïkassé et Mafalfal. Les conseils des ministres se suivent et se ressemblent. 3 semaines après le scrutin législatif, la formation d'un nouveau gouvernement est attendue avec intérêt par Tafsir Malik Bitey. Ce citoyen s'interroge sur les raisons de la lenteur. Comme tout bon Sénégalais qui est en attente en ce moment, depuis un bon moment. Donc les élections législatives sont écoulées, les résultats proclamés. Donc je pense qu'en ce moment, tout le monde est en attente de la formation du nouveau gouvernement du président Macky Sall. Donc, et comme on le sait, d'ailleurs, dernièrement, on avait déjà voté une procédure d'urgence pour la nomination d'un Premier ministre. On attend impatiemment que non seulement que le gouvernement soit formé, mais qu'on ait un Premier ministre. Selon lui, le prochain gouvernement doit se concentrer sur l'emploi des jeunes. Actuellement, moi déjà, je miserai sur l'emploi des jeunes. En tant que responsable dans un cabinet de courtage, je gère en partie tout ce qui est recrutement et autres. Donc je sais le nombre de CV que je reçois par jour. Donc c'est énorme. Pour vous dire qu'aujourd'hui, la jeunesse, on a une jeunesse qui souffre. Donc on a une jeunesse aujourd'hui qui est en attente, qui attend beaucoup de son État. Ce monsieur, lui, pense que les inondations constituent un problème qui doit être réglé le plus rapidement possible. Un gouvernement qui va s'orienter plus sur les préoccupations des populations. Parce qu'il y a beaucoup de situations que les populations vivent et c'est très difficile, surtout au niveau des inondations. Donc là, c'est un cas qui doit être très urgent et qui doit être réglé tout de suite. Après la restauration du poste de Premier ministre en début d'année, les Sénégalais souhaitent que la nomination du nouveau gouvernement intervienne dans les meilleurs délais, vu les urgences de l'heure. Ils sont 115 Sénégalais bloqués au Niger depuis 4 mois et expulsés d'Algérie. Leur situation est très préoccupante, d'où l'appel des organisations de défense des droits de l'homme. La RADDHO, Amnesty International Sénégal et la Ligue sénégalaise des droits humains interpellent nos autorités pour le rapatriement de nos compatriotes. Les précisions de Sadir Nias de la RADDHO. Effectivement, les Sénégalais ils sont au nombre de 115 ans. Répartis entre Agadez et Arlit. Et ils sont toujours dans une situation vraiment inquiétante, dans le désespoir total. Et parmi eux, même, il y a des malades. Parce que, vous savez, tomber malade dans ces situations, c'est aussi être condamné presque à mort. Nous demandons, effectivement, lançons l'alerte en direction des autorités pour que vraiment ils puissent entreprendre des actions urgentes en vue de leur rapatriement. Ils sont là-bas depuis plus de 3 mois, presque 4 mois. Malgré les alertes qu'on avait lancées il y a de cela 3 mois, rien presque n'a été fait pour le rapatriement. Et ça nous inquiète et ça nous étonne aussi. En plus bref, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye était à l'hôpital d'Al Diam aujourd'hui. La ministre de la Santé a visité les nouvelles installations des services délocalisés de l'hôpital Aristide Le Dantec. Sur place, elle a rassuré le personnel et les patients. Elle s'est ensuite rendue au hangar des pèlerins, le centre de santé de Ngor, l'hôpital militaire de Ouakam et l'hôpital Abass Ndao. Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé, a aussi salué la prise en charge actuelle des patients. Pour encourager l'innovation dans le domaine de l'éducation, le ministère a récemment lancé un concours destiné aux acteurs de l'éducation et à la société civile. La COSYDEP a remporté ce concours avec un projet sur l'inclusion de l'éducation dans les 14 régions du Sénégal. Les précisions de Babacar Seck. Le concours Connaissance et Innovation en matière d'éducation initié par KIX vise à valoriser les initiatives porteuses pour une formation de qualité des enseignants. Après l'appel,
il y a eu vraiment beaucoup de soumissions, pour être exact 53 soumissions. Et il a fallu pour le ministère mettre en place une équipe d'évaluation, un comité. Ce comité a eu à évaluer, à exploiter toutes les propositions qui sont somme toute intéressantes. Et sur la base de ça, un classement de ces propositions a été effectué. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'était l'occasion maintenant, c'est l'occasion de récompenser, de décerner des récompenses, des distinctions aux différents lauréats. La COUSIDEP, qui a remporté le premier prix, a présenté l'Observatoire de la qualité de l'éducation. L'Observatoire regroupe l'ensemble des acteurs du système éducatif. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, ça commence par les autorités administratives, les préfets et gouverneurs, les IA, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, les gouvernements scolaires, se retrouvent à travers cet outil ou bien cette instance-là pour discuter des problèmes de l'éducation, pour discuter des défis de l'éducation, surtout au niveau local, parce que nous avons toujours pensé que pour quand même aller vers la performance du système éducatif, il faut avoir une approche académique, une approche locale quand même des défis et des performances de ce système. Donc à travers cette instance-là, les acteurs du système se regroupent pour parler, pour évaluer le système, pour évoquer les différents défis, que ce soit l'inclusion, que ce soit la résilience, que ce soit les problèmes de performance du système, que ce soit les violences en milieu scolaire, sont discutés et solutionnés, ou bien même font l'objet de propositions de solutions à ce niveau. L'inspection de l'éducation et de la formation du département de Kanel s'est distinguée avec son projet d'amélioration des conditions de travail des enseignants de la zone du Ferlo. La Ligue islamique mondiale et l'Union islamique africaine ont signé une convention à Medina Baye à Kaolack. Et cette collaboration vise à prévenir les conflits dans les pays musulmans, à participer à la promotion, à participer au développement et à promouvoir une éducation de qualité à Damassar, correspondance. Cette signature de convention entre la Ligue islamique mondiale et l'Union islamique africaine entre dans le cadre du raffermissement des liens fraternels entre les musulmans. Qui sont la recherche de la paix, la consolidation des liens entre les musulmans, la promotion des valeurs de l'islam et l'appui à l'éducation islamique, à la formation des imams, la construction de mosquées et toute forme d'aide et d'assistance sur le plan social, la construction de territoires de puits, la construction d'écoles coraniques et d'écoles islamiques et la construction de mosquées et l'apport de certaines actions de solidarité durant les fêtes de Ramadan. Mettre l'accent sur le fait que l'islam est une religion de paix et de fraternité qui est venue pour rassembler les musulmans, mais avec un appel, c'est-à-dire à la solidarité et la coopération pacifique entre tous les êtres humains. Une occasion pour Cheikh Tidiane Ben Omar Kane de rappeler le rôle fondamental que Baye Niasse a joué dans la recherche de la paix dans le monde et surtout en Afrique. Vous savez que Cheikh Ibrahim a joué un grand rôle au Nigeria, la guerre du Biafra. Il a contribué à sa fin. Et si vous prenez le Nigeria, qui est un pays où il y a une très grande diversité sur le plan ethnique, par exemple, prenez les Yoruba et les Hausa, avant que Cheikh Islam arrive, c'est des gens qui ne se touchaient même pas, qui ne se parlaient même pas. Et grâce à son appel, ils sont devenus frères, ils se marient entre eux, et ainsi de suite. Donc ici, vous venez à Kaolack, vous venez des Yoruba, vous venez des Hausa, toutes sortes de catégories, toutes sortes de races, quoi. Donc en fait, l'appel de Cheikh Islam, c'est pour unifier les êtres humains, au-delà même des musulmans, parce qu'on partage la planète avec des gens qui n'ont pas la même religion que nous. Est-ce que nous devons les prendre pour autant comme des ennemis? Non. Il faut coopérer avec eux, vivre avec eux en paix. La signature de cette convention s'est déroulée sous la présence du Khalif général de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niasse, et du secrétaire général adjoint de la Ligue islamique mondiale, Dr Abdurrahman Ibn Abdallah. La convention va durer 3 ans. L'actualité ce jeudi nous emmène à présent à Niakhène, dans la région de Thiès. Des travaux de construction de 7 km de route ont été lancés dans la localité. Il s'agit d'une très vieille doléance des populations. Isidore Alexandre Sen nous fait part de leur satisfaction.
La commune de Niakhène lance ses pistes de production, des chantiers qui vont améliorer les conditions de déplacement des populations, mais aussi les activités agricoles. Aujourd'hui, on avait convié les populations de la commune de Niakhène et particulièrement les villages de Makamor, Khari, Kër Youga Thioro, Santhiou-Thil, Kër Ale et Ndemen pour le lancement des travaux de la piste Beyti Ndiaye, Ndemen, Makamor, Khari, Kër Youga Thioro, mais également les travaux de la voirie Kër Ale, Santhiou-Thil. Les pistes étaient des préoccupations de la population. Non seulement ils rencontraient d'énormes difficultés pour sortir de leur village, aller vers les Louma, les marchés hebdomadaires, mais également pour écrire leur production. Les autorités communales ont pu engager la réalisation de ces pistes avec le concours du Fonds d'entretien routier autonome. Sur le financement du FERA, sur un montant vraiment assez important. Donc les travaux de ces pistes constituent un ouf de soulagement pour ces populations-là qui pourront se déplacer facilement. Malam Fati, contrôleur des travaux, parle au nom du FERA. Nous espérons que l'entreprise est assez bonne. En tout cas, les hommes qui nous ont mis en place, avec lesquels nous avons commencé à discuter, ça nous donne un peu d'espoir. Nous pensons qu'on pourra rentrer dans les délais parce que c'est un chantier qui ne doit pas être très difficile, étant donné que la carrière n'est pas très loin, mais également le matériel qu'ils nous ont proposé semble être un matériel assez convaincant. Au total, 7 km de route et 2 de voirie vont être revêtus entre plusieurs villages de la commune de Niakhène dans le Cayor. Les travaux vont coûter plus de 200 millions de francs CFA. Rof est un village situé dans le département de Mbour. Les jeunes et les femmes vont bénéficier d'un centre de formation agricole. Les travaux financés par la coopération turque ont été lancés. Montagakan. Rof, qui est un village situé aux frontières de la commune de Mbour, a reçu la coopération turque et le CACSUP qui sont venus lancer le projet de construction d'un centre de formation agricole. El Wassar est le président du CACSUP. Nous sommes venus pour la 4e édition qui consiste à venir dans ce village de Rof où le CACSUP a lancé un programme, un centre de formation agricole qui permettra de former aujourd'hui des agripreneurs et des entrepreneurs agricoles. Ce centre va accueillir des étudiants africains pour un centre d'application, mais surtout les femmes de ce village du département de Mbour. Et ce centre sera intégré dans le centre sous-régional de qualification professionnelle. Parmi les nombreux dons des Turcs, on peut noter un forage et des centaines de plantes. Donc aujourd'hui, nous avons reçu les Turcs qui sont venus apporter un forage qui sera conçu pour ce centre de formation. Ils ont eu à apporter aussi beaucoup de plantes permettant aujourd'hui que le centre soit moderne. Dans ce centre-là, il y aura une partie maraîchage, une partie horticole et une partie aussi où il est prévu l'aquaculture et l'élevage. L'école du village n'est pas laissée en rade, de même que le dispensaire. Nous avons donné des fournitures pour l'école. Nous avons réhabilité une bibliothèque qui a été inaugurée hier par moi-même et par le directeur général de la TICA. Et nous avons appuyé aussi au dispensaire par du matériel très important parce que c'est un dispensaire que nous appuyons d'ailleurs pour la 3e fois. Pierre Ngom, le chef du village, n'a pas manqué de magnifier ce geste. C'est une chose qui est vraiment magnifique dans le village et c'est un grand développement avec les jeunes de l'avenir. Maintenant, ce n'est pas une agriculture à force, mais c'est une agriculture moderne qu'on fait maintenant. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient de l'autre côté et venir dire que j'installe ce projet pour l'avenir des jeunes du village, ça, on peut que magnifier ce geste que El Wassar vient de faire. Avec ce centre, le secteur agricole pourra se développer et contribuer ainsi à la création de beaucoup d'emplois pour les jeunes, réduisant ainsi le taux de chômage si inquiétant dans la contrée et au Sénégal. Au Tchad, d'abord, le chef rebelle de l'Union des forces de la résistance est rentré ce matin à N'Djamena. Il s'agit du neveu de l'ancien président Idriss Déby Itno. Timan Erdimi est donc de retour au pays après 17 ans d'exil. Le chef de l'UFR affirme qu'il faut maintenant participer à la construction du Tchad et donne rendez-vous au dialogue national qui doit se tenir ce 20 août à N'Djamena.
Au Kenya, après la présidentielle remportée par William Ruto, la bataille va se poursuivre à l'Assemblée nationale afin d'obtenir une majorité cruciale. Le nouveau président annonce que 10 des 12 élus indépendants ont rejoint son camp, ce qui lui permet de reprendre pour l'instant le dessus à l'Assemblée nationale. La coalition de William Ruto est aussi en tête au Sénat avec 24 élus contre 23 pour l'alliance de Raila Odinga, mais 20 sénateurs doivent encore être nommés. Et enfin, en Ukraine, les frappes russes se sont intensifiées dans le nord-est du pays. Au moins 4 morts et 20 blessés ce jeudi matin après 7 autres personnes décédées hier soir, selon les Ukrainiens. Toujours au sud, en zone occupée, le maire de Melitopol rapporte une forte explosion entendue près d'un centre opérationnel russe au cœur de la ville. Le conseiller militaire du président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré récemment que le conflit sur le plan stratégique était dans l'impasse. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Demain et le reste du week-end, le 19h45 vous sera présenté par Aïssa Tandiach. Bonne soirée à tous.